Bien, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un plaisir et un honneur de vous présenter quelques questions actuelles de l'écologie, de présenter un tour d'horizon. Mais je voudrais tout d'abord revoir avec vous brièvement ce qu'est l'écologie. Je ne sais pas s'il faudra peut-être éteindre pour que ce soit le plus visible possible. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'écologie s'est distinguée réellement de l'histoire naturelle, notamment avec ce graphique obtenu par Alexander von Humboldt sur les pentes du Chimborazo en Équateur. Alexander von Humboldt, qui était membre étranger de notre académie. C'est le premier graphique on distingue de l'écriture sur la droite, ce sont des noms d'espèces, et c'est le premier graphique sur l'étagement de la végétation en fonction de l'altitude. Alors, je ne résiste pas au plaisir d'une digression. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de montagne à l'Académie. De fait, de Humboldt et son équipe sont presque arrivés au sommet du Chimborazo, et de Humboldt est resté ainsi pendant près de 80 ans l'homme le plus haut du monde, à 5900 mètres et quelques poussières. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Bon, le terme écologie lui-même, on le doit principalement à Haeckel en 1866, avec la définition que vous voyez ici, les relations avec le monde environnant des organismes vivants. Et ce monde environnant, il est double. C'est d'abord le monde physico-chimique, on parle de milieu abiotique, mais c'est aussi, pour un organisme, le monde de toutes ses interactions avec les autres êtres vivants, et on parle de milieu biotique, cette fois-ci. Alors, dès lors, on voit apparaître la largeur des préoccupations de l'écologie, et je me risquerai à la définir comme l'ensemble de la biologie au-delà de l'organisme. En posant des questions similaires pour végétaux et animaux, pour organismes marins ou terrestres, pour milieux tropicaux, milieux tempérés ou milieux polaires extrêmes, en les abordant à l'aide de la physiologie, de la génétique, mais aussi des mathématiques, que sais-je encore, on voit bien que l'écologie transgresse d'entrée les disciplines classiques telles que, en biologie notamment, la zoologie et la botanique. Elle s'articule en une grande variété de points de vue, dont témoignent ici des photos de couverture d'ouvrages, et on voit tous les qualificatifs qui viennent avec le mot écologie. Quelle grille de lecture donc aborder pour comprendre un peu l'écologie? La grille de lecture naturelle, c'est celle des niveaux d'organisation à partir de l'organisme. Le premier niveau, c'est celui des ensembles d'individus susceptibles de se reproduire ensemble, les individus d'une même espèce, souvent organisés en populations distinctes à l'intérieur d'une espèce. Ces individus sont capables de perpétuer leurs gènes, et donc il y a un certain nombre de disciplines associées, physiologie, écophysiologie, dynamique et génétique des populations notamment. Le second niveau concerne les assemblages d'espèces, qu'on appelle aussi communautés. On dira par exemple que les communautés microbiennes du sol sont un déterminant essentiel de la fertilité et du recyclage de la matière organique. On arrive progressivement au niveau des écosystèmes, l'ensemble des organismes, des interactions et des cycles dans une portion d'espace. Donc c'est évidemment un concept, et un écosystème réalisé dans la nature est un morceau de paysage. L'organisation spatiale des composants écologiques avec des parcelles, des corridors en relief et une hétérogénéité spatio-temporelle souvent considérable amène effectivement au niveau du paysage. Pour bien définir que ce soit ces niveaux d'organisation, le passage d'un niveau à un autre n'est pas forcément simple et aisé. La connaissance même intime de la mécanique d'une voiture et des performances de son moteur renseigne de manière très très limitée sur la manière d'aller d'un point A à un point B. Et de la même manière, la connaissance de la physiologie ou de l'énergétique d'une population animale renseigne de manière seulement partielle sur sa contribution, par exemple, à la dynamique des paysages dans la région qu'il occupe. Très naturellement donc, en venant au cœur de mon exposé sur les questions actuelles de l'écologie, je vais suivre les niveaux d'organisation que je viens d'évoquer et discuter un peu les passages d'un niveau d'organisation à l'autre. Alors bien sûr, face à l'impossibilité d'être un tant soit peu exhaustif, j'ai fait le choix de me centrer sur quelques illustrations, quelques exemples illustratifs. Et je démarre donc bien sûr par le niveau des populations. Mon premier exemple est un cas d'école d'écologie évolutive. Il concerne l'apparition de gènes de résistance aux insecticides organophosphorés chez le moustique Culex pipiens en Languedoc. On voit ici donc
au cours du temps l'évolution des fréquences de 3 allèles de résistance d'un des gènes impliqués dans la résistance aux organophosphorés, le gène ester, qui code pour des enzymes de détoxification des organophosphorés. Les points avec des intervalles de confiance sont des valeurs, enfin les triangles, les carrés, les petits losanges sont des valeurs expérimentales. Les courbes sont celles tirées d'un modèle et on voit apparaître un remplacement progressif des allèles de résistance par d'autres qui sont simplement liés à des différences de coût métabolique de ces allèles, c'est-à-dire qu'effectivement, petit à petit, sont favorisés des allèles qui coûtent de moins en moins à l'organisme tout en étant capable de détoxifier les organophosphorés. On voit aussi quand même qu'après l'arrêt des organophosphorés, entre 2005 et 2007, donc je centrerai la ligne sur 2006, un des allèles persiste au-delà de ce que prédit le modèle, probablement à cause de pressions de sélection encore mal comprises. Mais la dynamique du système est à la fois temporelle et spatiale. On voit ici les fréquences des allèles en fonction de la distance à la côte, en kilomètres. Au fur et à mesure donc, on s'éloigne de la côte du Languedoc, qui est en fait la zone principalement traitée, les 25 premiers kilomètres en partant de la côte. La baisse de la résistance en zone non traitée est due effectivement au coût métabolique des allèles de résistance qui jouent en défaveur des génotypes résistants hors de la zone traitée. Mais la continuité de la courbe, on voit que jusqu'à 25 km, il y a déjà une décroissance des allèles et puis il y a une persistance des allèles au-delà de 25 km. Elle est due aux échanges, elle est due à la dispersion des moustiques entre zones traitées et non traitées. Et de fait, c'est l'existence d'une large zone non traitée sur la droite du graphique qui est contiguë à la zone traitée, qui empêche la fixation des allèles de résistance dans la zone traitée, qui aurait rendu évidemment les traitements insecticides à ce moment-là complètement inopérants, parce qu'il y a constamment un apport d'allèles non résistants dans la population soumise au traitement. Alors cet exemple illustre plusieurs caractéristiques fortes de l'écologie qu'on va retrouver à des titres divers dans la suite. Tout d'abord, la nature intégrative, ici du moléculaire à la dynamique des populations. Bien d'autres approches sont mobilisées en écologie des populations. Par exemple, la physiologie. J'aurais pu montrer à nouveau les travaux d'Yvon Lemao sur les manchots empereurs. L'accent sur les mécanismes et le fonctionnement, bien caractéristique d'une science moderne. Le rôle des hétérogénéités spatio-temporelles, dont il faut bien comprendre qu'elles sont la source de diversification du vivant. En effet, si le monde était complètement homogène, effectivement, les populations tendraient vers un état de stabilité avec la forme la plus adaptée et la variabilité génétique disparaîtrait. On peut dire qu'à cause de l'hétérogénéité spatio-temporelle, littéralement, les gènes ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et qu'il y a maintien d'une diversité génétique. Il faut bien comprendre que lorsqu'il y a une innovation adaptative, cette innovation n'attend pas l'apparition d'une mutation. Les mutations sont sous-jacentes dans les populations et peuvent être réveillées par de nouvelles conditions d'habitat, et l'évolution peut avoir lieu à ce moment-là très rapidement. Et c'est vrai qu'un des résultats principaux de l'écologie des populations, c'est celui d'une évolution en marche qui a été prouvée même à courte échelle de temps, de manière répétée sur beaucoup de matériel. La compétition intraspécifique aussi, que j'illustre par cette fameuse équation logistique, donc qui marque un freinage par rapport à l'exponentielle. Je repartirai de ce modèle dans un instant. Et puis le mouvement en cours vers une écologie prédictive, on en reparlera aussi. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, qui est vraiment très caractéristique, comme dans beaucoup d'autres domaines des sciences de la nature, c'est l'appui sur un triptyque d'observation, de modélisation et d'expérimentation avec des constants allers-retours entre ces trois composantes. Passons au niveau d'organisation suivant, celui des assemblages d'espèces en communauté. Les premières tentatives ont été constructivistes, en passant de une à deux ou quelques espèces à partir des équations précédentes. Cette fois-ci, au lieu d'une équation différentielle uniquement sur la population N1 ou sur la population d'effectifs N2, on a des termes croisés qui donc couplent les espèces. C'est des modèles qui sont dus aux mathématiciens, originellement dans les années 30 au mathématicien Vito Volterra, qui était aussi membre associé de notre académie, et qui en fait avait été questionné par son gendre d'Ancona, qui était océanographe, sur les populations animales. Donc c'était un premier exemple de pluridisciplinarité
mathématiques, biologie. Ça conduit dans les années 30 à ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'écologie théorique, et c'est un peu le soubassement des efforts de modélisation actuels dans le champ qu'on appelle la biologie théorique, où s'illustrent nos confrères Michel Tellier et Pierre Auger. Sur le plan biologique, l'étude des systèmes plurispécifiques a donné naissance au concept de coévolution, qui est encore l'objet de recherches très actives. L'un des principaux résultats, datant des années 70, est que dans une interaction entre un hôte et un parasite ou un hôte et un pathogène, il y a, pour ainsi dire, jamais un gagnant définitif, parce que chacun des partenaires du couple maudit, si on peut dire, est capable de répondre aux innovations évolutives de l'autre partenaire par une innovation de son côté. Et donc, dans ces interactions, chacun court pour rester à la même place. Et on fait très souvent référence, c'est cette image, à la Reine Rouge d'Alice au Pays des Merveilles, qui explique à Alice qu'il faut courir pour rester toujours à la même place. Et bien entendu, c'est un résultat qui s'applique aussi en biologie médicale. Mais ces interactions de compétition, de parasitisme ou de mutualisme sont également étudiées sous l'angle des mécanismes biologiques intimes et démontrent comment la nécessité de l'adaptation s'est triée dans le hasard des génotypes. C'est pour ce qui est du parasitisme le champ d'activité de notre confrère Claude Combes. L'hétérogénéité, comme je l'ai dit, l'hétérogénéité dans le temps et dans l'espace des conditions de milieu maintient une variabilité génétique qui sera exploitée par la moindre pression de sélection pour produire des adaptations curieuses, offrant des exemples incessants du bricolage évolutif, selon l'expression de François Jacob. Ainsi, chaque espèce d'ophrys, des petites orchidées méditerranéennes, est capable d'attirer une seule espèce de pollinisateurs, des petites guêpes et abeilles sauvages. Elle n'attire même en fait que les mâles de ces espèces parce que la fleur mime à la fois visuellement et chimiquement la femelle de l'espèce, et les mâles, donc dans une pollinisation par tromperie, viennent s'accoupler avec la fleur ou croire s'accoupler avec la fleur d'ophrys et transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Le bricolage évolutif, il est dans le fait que la plante émet des signaux chimiques qui, en tant que stimulus, sont capables d'attirer les mâles, mais quand on regarde la nature du signal chimique, ça n'a absolument rien à voir avec les phéromones de l'insecte. Ça pose d'ailleurs une question pour moi de neurosciences, c'est-à-dire que c'est capable de produire le stimulus, mais sans passer forcément par les mêmes molécules. Est-ce que ça passe par les mêmes récepteurs? Ça reste à étudier. On pourrait poursuivre longtemps, mais on comprend bien que ces interactions entre espèces sont un champ très actif de recherche, tant elles sont le lieu de raffinement écologique et évolutif extraordinaire. Mais ces approches constructivistes, donc à 2, 3 ou quelques espèces, peinent, pour raffiner qu'elles soient, à aborder de front les grands ensembles d'espèces, c'est-à-dire les communautés dans leur réalité de terrain, l'ensemble des micro-organismes, l'ensemble des plantes ou l'ensemble des oiseaux ou des mammifères d'un écosystème, qui est pourtant la réalité donc, des communautés dans la nature. Les premières approches de l'ensemble des communautés, dans un esprit comparatif, ont donc inévitablement été assez descriptives et se sont énormément appuyées sur l'analyse multivariée de grands tableaux de données d'abondance d'espèces dans différents milieux. On voit ici une typologie par analyse multivariée, donc dans un plan de 2 axes dénommés F1 et F2, de 4 avifaunes allant des milieux ouverts aux milieux fermés dans 4 régions distinctes, Pologne, Bourgogne, Provence et Corse. Les points de départ de chacune des lignes sont les milieux ouverts, mais on voit ici une convergence dans les milieux fermés vers une même avifaune, une avifaune d'origine médio-européenne, alors que les avifaunes de milieux ouverts sont propres à chaque région. On voit ici donc que l'écologie rejoint la biogéographie. Mais après une phase descriptive, l'écologie des communautés a dû s'émanciper des listes d'espèces. En effet, pour ne prendre un exemple, comment comparer les mécanismes et la dynamique de la végétation dans des milieux de climat comparables, donc le climat méditerranéen en Méditerranée proprement dit, mais qui est répété en Californie, en Afrique du Sud, et ainsi d'ailleurs qu'au Chili et en Australie. Comment comparer la dynamique de la végétation? Comment analyser les similitudes frappantes, par exemple avec la profusion
de plantes à port arbustif et à feuilles persistantes, alors que les listes d'espèces sont radicalement différentes, c'est-à-dire ces communautés sont incarnées par des listes de taxons radicalement différentes. La première réponse a été la phytosociologie, la sociologie des plantes, qui a produit des modèles de dynamique végétale des stades pionniers au stade âgé. Je reste près du micro, merci. À partir de la notion d'association ou de groupement d'espèces qui ont permis d'établir des homologies entre des communautés distinctes et souvent distantes. C'est dans ce domaine, pris au sens large, que s'est illustré notre confrère Paul Ozinda. Mais l'homologie des fonctions s'est révélée plus féconde et a donné notamment naissance à l'écologie trophique qui examine qui fait quoi dans différentes communautés. Je l'ai illustré ici de façon simpliste avec mon biais personnel sur les vertébrés, mais bien sûr, on aurait pu l'illustrer à propos des plantes, à propos des communautés du sol. Et bien sûr, à partir de cette homologie de fonctions, étudier comment ces fonctions varient sur l'effet de diverses contraintes. Dans cet exemple schématique, un animal, une espèce égale une fonction. Mais dans un instant, Sandra Lavorel ira beaucoup plus loin et nous montrera comment on aborde actuellement ce type de questions et comment on les relie au fonctionnement des écosystèmes. Venons-en donc aux écosystèmes. Alors, bien sûr, pas question de regarder les détails de ce graphique qui est là purement illustratif. À cette échelle, à l'échelle des écosystèmes, l'écologie s'efforce de comprendre comment les flux de matière et d'énergie font tourner la machinerie vivante en relation avec les ressources du milieu. On parle traditionnellement d'écologie fonctionnelle, même si le fonctionnement est au cœur des approches aux autres niveaux d'organisation. Le fonctionnement des écosystèmes est donc le domaine traditionnel de développement et d'utilisation de modèles de flux complexes, c'est là qu'intervient cette illustration, simulés en général avec un pas de temps de 1 ou quelques jours sur une ou quelques années. Ces modèles sont difficiles à valider, mais comme pour tout modèle, c'est souvent leur mise en défaut qui permettra d'avancer dans la compréhension des mécanismes. Ainsi, un des tout premiers modèles a été mis au point à la Colorado State University pour modéliser le fonctionnement des steppes rases des grandes plaines au pied des montagnes rocheuses, ce qu'on appelle improprement la prairie nord-américaine, alors qu'il s'agit bien de steppes sèches. Les difficultés avec les premiers modèles ont rapidement convaincu qu'il fallait modéliser le couvert végétal en séparant soigneusement la partie épigée au-dessus du sol et la partie hypogée sous le sol des plantes, tant la saisonnalité des transferts depuis la partie aérienne vers les racines était marquée et jouait un rôle important. Cela a été dans la confirmation dans le fonctionnement des écosystèmes du rôle majeur de ce qu'on appelle la translocation, donc la partie aérienne des plantes vers les racines et vice-versa, phénomène clé au niveau de la plante elle-même, mais qui s'impose ici comme un déterminant pour l'écosystème à travers un changement d'échelle. Quand on parle d'écosystème, l'hétérogénéité spatiale est, comme pour les autres niveaux d'organisation, un facteur clé, les zones de contact entre milieux différents, qu'on appelle écotones, étant l'objet de flux souvent déterminants. C'est le domaine de prédilection de notre confrère Henri Descamps, et cette illustration vient d'un de ses travaux, avec des transferts de nutriments différents selon qu'on est dans le lit mineur d'une rivière ou au-delà. Et donc, la frontière entre le lit de la rivière et le milieu environnant joue un rôle particulier, un peu comme une membrane entre des cellules. Plus récemment, on a considéré les écosystèmes comme environnement de l'homme, en déclinant ce que leurs fonctions apportent aux sociétés humaines sous le nom de services écosystémiques. On voit ici la typologie des services proposés par le Millennium Ecosystem Assessment, typologie qui a l'intérêt notamment de remettre les valeurs esthétiques, les valeurs d'usage par le tourisme et ce qu'on appelle recreation, enfin traduit ici par récréation, au même titre que des services plus matériels, comme les services de régulation ou de prélèvement. Un exemple typique de service est la pollinisation des plantes par les insectes, qui est évidemment un déterminant majeur du fonctionnement de l'agriculture. Le point de vue de service permet d'ailleurs de préciser qu'il n'y a pas d'un côté des systèmes naturels étudiés par les écologues et de l'autre des agrosystèmes étudiés par les agronomes, mais en fait tout un gradient, à un extrême des écosystèmes où l'influence de l'homme est ténue, voire nulle, comme cette forêt du haut bassin amazonien, qui est ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité,
Les services de tels écosystèmes sont difficiles à quantifier. À l'autre extrême, une agriculture intensive, où le service est essentiellement une production économique facile à quantifier, puisqu'elle a une valeur marchande, mais où la biodiversité sera certainement la plus perturbée et mise à mal par l'artificialisation. Et entre les deux, bien sûr, tous les intermédiaires. Pour conclure sur les écosystèmes, par leur accent sur les flux et sur les échelles spatiales larges, les études et modèles d'écosystèmes sont naturellement couplés avec des approches à l'échelle des paysages, voire des continents ou de la planète entière, pour comprendre le rôle de la biosphère dans les grands flux biogéochimiques. Et bien sûr, on connaît l'activité scientifique à ce niveau-là. Alors après ce tour d'horizon des niveaux d'organisation, il reste de manière plus transversale à souligner le défi que constituent pour l'écologie les changements planétaires dans toutes leurs composantes, changements climatiques bien sûr, mais aussi multiples changements d'usage, qu'il s'agisse des infrastructures de transport, de l'urbanisation, de l'intensification de l'agriculture. On parle d'écologie de l'anthropisation, anthropisation ANTH bien sûr. Ici comme ailleurs, la distance entre recherche fondamentale et recherche finalisée n'existe pratiquement plus. En effet, l'ampleur des changements planétaires est telle qu'une compréhension des mécanismes est absolument indispensable. Une simple extrapolation risquerait de conduire à des aberrations, et donc ça renvoie bien sûr à la recherche fondamentale. Mais l'ampleur même des changements constitue une quasi-expérience qui offre justement des possibilités accrues de compréhension des mécanismes. Un des attendus les plus inquiétants est le glissement vers les pôles du fait du réchauffement des ceintures de végétation. Pour un glissement moyen attendu d'environ 100 km pour 0,6 degrés, on s'attend à un décalage dans le siècle à venir de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord dans notre hémisphère, vers le sud dans l'hémisphère sud. La question se pose sérieusement de savoir s'il faut assister, entre guillemets, par des plantations par exemple, ce glissement, ou le laisser se dérouler avec tous les déséquilibres et les événements extrêmes qui l'accompagneront. Là aussi, l'écologie doit devenir prédictive, avec les mêmes difficultés en matière de prédiction que par exemple pour la sismologie ou l'épidémiologie. Plusieurs équipes françaises sont à la pointe de ces efforts et proposent des modèles de prédiction des changements d'aire de répartition, dont on voit ici un exemple. Pour conclure, à tous les niveaux d'organisation, qui sont autant de composantes de la biodiversité, et même si ce n'a pas été mon propos aujourd'hui, vous savez que nous sommes entrés dans une phase d'érosion et d'homogénéisation de la biodiversité, d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent. L'écologie moderne, donc centrée sur les mécanismes et pleinement intégrative, est fortement mobilisée autour de ces enjeux, vitaux pour nos sociétés. En témoignent de nombreuses réunions scientifiques dont j'ai juste sélectionné 3 illustrations. Cette mobilisation explique 2 traits originaux de la communauté des écologues qui font souvent débat, l'ouverture de l'écologie aux sciences de l'homme et de la société et l'engagement citoyen de beaucoup d'écologues. Voilà, merci de votre attention. Merci pour cet exposé introductif sur l'écologie. Avez-vous des questions à poser à Jean-Dominique Le Breton ? Oui, Guylaine Marsili. Oui, Jean-Dominique, je me pose une question importante sur, je dirais, l'importance des services écosystémiques dont tu as parlé, que nous apportent les milieux naturels, avec en sous-bassement la question suivante. Dans un travail qui a été fait ici à l'Académie, nous nous sommes aperçus que pour nourrir la planète, il faudrait probablement passer la surface cultivée par l'agriculture intensive, ou l'agriculture tout court, de 1,6 milliard d'hectares valeur aujourd'hui, à quelque chose qui pourrait aller à 2,6, un peu plus, un peu moins, suivant les techniques employées. Les terres cultivables sur la planète sont de l'ordre de 4 milliards d'hectares. C'est-à-dire qu'on va augmenter très fortement l'influence ou l'importance des terres artificialisées par rapport au système naturel. Et la question que je voulais te poser, est-ce que les écologues sont capables de nous dire quelle est la surface minimum de ces systèmes naturels dont la planète a besoin pour pouvoir continuer à bénéficier de ces services écosystémiques ?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait de réponse scientifique à cette question, parce que c'est une question de société. Le meilleur texte que je connais sur le sujet, c'est une parabole, c'est la parabole des rivets sur l'aile de l'avion de Paul Ehrlich, qui raconte que, cette parabole raconte que Paul Ehrlich raconte qu'il va monter dans un avion et il voit quelqu'un qui est sur l'aile de l'avion en train d'arracher des rivets de l'avion. Et il lui dit « Mais vous êtes fou ?» Et le gars qui est en train de faire ça lui dit « Non, non, vous inquiétez pas, il y a beaucoup plus de rivets qu'il n'en faut, ça tiendra. D'ailleurs, je vais monter sur le même avion. » Alors j'abrège, mais bien entendu, l'avion c'est la Terre. Et bon, effectivement, actuellement, l'activité humaine est en train d'arracher des rivets sur l'aile de l'avion. Bien malin qui peut dire quelle est la limite. C'est clair que l'ours polaire qui risque de disparaître dans les 150 prochaines années, ça ne ralentira pas la rotation de la Terre. La question qui se pose, elle concerne beaucoup plus la biodiversité ordinaire. À quel moment l'érosion de la biodiversité commencera justement à impacter, par exemple, les performances des terres agricoles? Ça, c'est une question au moins aussi importante que la préservation de la biodiversité sauvage. Bon, là, c'est des débats. Quand je dis que l'écologie doit devenir prédictive, c'est autour de ce genre de questions qu'il y a vraiment débat. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'actuellement, on est sur des trajectoires dont on voit clairement qu'elles ne sont pas durables. Pour moi, alors, j'ai parlé de l'engagement citoyen des écologues, je suis peut-être complètement là-dedans. C'est clair quand même qu'en tant que scientifique, il y a une chose qu'on connaît, c'est l'impossibilité de l'exponentielle à long terme. Et donc, le monde humain va à un certain moment devoir tenir compte de ça. Quel est le meilleur moment pour en tenir compte? Je ne sais pas. Je doute que ça se fasse sans crise et sans... Voilà, donc je n'ai pas de réponse plus précise à ça. Roland Douce. Oui, Jean-Dominique, maintenant je sais ce qu'est l'écologie. Tu as donné une bonne définition qui était claire et ça j'apprécie beaucoup. Mais la question que je voudrais te poser est très simple. On la constate tous les jours. Quel est l'impact de l'homme sur le morcellement des écosystèmes, quels qu'ils soient? Alors c'est probablement un des facteurs les plus importants, parce que j'ai parlé de l'hétérogénéité spatio-temporelle. Le morcellement des milieux, ça a été le moteur de la diversification. Mais, bien entendu, il faut que, pour que ça ait lieu, pour que ce soit le moteur de la diversification et de la dynamique de la biodiversité, il faut que ce morcellement n'excède pas une certaine limite. Quand la fragmentation des habitats fait que dans chaque cellule d'habitat, les populations deviennent, sont dans une difficulté de survie, bien entendu, cette fragmentation devient excessive. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup des extinctions d'espèces au niveau de la planète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant les extinctions d'espèces au niveau de la planète, il y a l'extinction locale de populations. Alors, l'exemple le meilleur qu'on puisse prendre, c'est l'érosion des populations de pollinisateurs. C'est parfaitement clair que les populations de pollinisateurs sont en baisse. C'est parfaitement clair, il y a un article très récent, que ça commence à impacter l'agriculture. Bon, là aussi, on ne peut pas fixer de limite pour répondre à la question de Guilain, mais c'est des problèmes qu'il faut prendre à bras-le-corps et encore une fois essayer de traiter dans une écologie prédictive, avec toujours en filigrane sciences appliquées, sciences fondamentales, même combat. Yvon Lemao. Bon, tout d'abord, c'est un magnifique exposé pour tes confrères également qui sont dans la discipline. Mais comme tu l'as dit, Jean-Dominique, tu ne pouvais pas couvrir tous les aspects. Et il me semble qu'il y a un aspect, et j'en parle maintenant parce que ce n'est pas non plus le sujet que va aborder Sandra, c'est celui de la biodiversité comme source d'innovation. Et il y a eu, il y a quelques années, je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, et c'est dommage qu'il manque un certain nombre de confrères dans la communauté biomédicale, mais qui est apparu dans les proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis, lorsque l'on a découvert que le ratope est capable de mettre en jeu des mécanismes anti-cancer qui expliquent son extraordinaire longévité, et par rapport aux mammifères de même taille, et mécanisme anti-cancer qu'on n'aurait jamais découvert chez la souris, qui est le principal modèle dans le domaine biomédical, où on met la majorité des moyens. Et donc cet éditorial d'Epnas se terminait par cette réflexion, est-ce qu'on a raison?
de mettre pratiquement tout l'argent dans la recherche médicale sur la souris de laboratoire. Et alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, quand on amène, et c'était le cas, un rat taupe dans le laboratoire, on n'a pas besoin d'écologue. Alors, il y a une autre source d'innovation biomédicale qui nécessite une étude dans le milieu naturel. Et là, on a vraiment besoin d'écologues, je préfère ce mot à écologiste pour les raisons que vous devinez, c'est-à-dire quand il s'agit d'étudier des mécanismes qui ne sont mis en œuvre que dans le milieu naturel, qu'on ne découvrirait pas chez l'animal sauvage, dit sauvage, amené au laboratoire. Exemple, nos travaux sur les manchots qui conservent du poisson à 37 degrés dans leur estomac, qui nous ont permis de découvrir une molécule antimicrobienne en travaillant avec Jules Hoffmann, et on n'aurait jamais découvert ça dans un parc zoologique, puisque l'animal ne met en jeu cette conservation que lorsqu'il est en train de couver. Autre exemple, actuellement on s'intéresse à l'ours, mais c'est uniquement dans le milieu naturel et lorsqu'il hiberne qu'il met en jeu ce mécanisme qui fait rêver quand on s'intéresse aux problèmes d'obésité. Il est capable de ne mobiliser que ses lipides. Alors que, vous le savez, le gros problème du traitement de l'obésité, c'est qu'on ne sait pas éviter dans les régimes la perte de protéines, qui est le facteur limitant, protéines corporelles. Un dernier exemple, c'est en travaillant sur des animaux dans le milieu naturel que l'on a découvert que lorsqu'ils jeûnent, à un moment donné, il y a un signal interne qui provoque leur alimentation. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il y a de multiples aspects dans l'écologie, et y compris dans des domaines qui sont extrêmement intéressants à la frontière des approches biomédicales, pour compléter l'exposé par ailleurs remarquable de Jean-Dominique. Jean Salençon. Oui, moi, ce sera une question qui revient sur des questions précédentes. Quand on parle d'écologie prédictive, prédiction nécessite modèle. Donc, j'ai compris de la réponse qu'on était en déficit, en manque de modèle. Sinon, on pourrait répondre aux questions qui ont été posées. Donc, quels sont les éléments, les domaines dans lesquels il faut travailler pour améliorer la modélisation et aboutir à des modèles qui soient relativement fiables et qui permettent d'apporter des réponses? Alors c'est effectivement une très bonne question. On est peut-être en déficit de modèles concurrents pour pouvoir comparer, peser le rôle relatif de différents mécanismes. J'ai pris l'exemple des modèles d'écosystèmes avec un pas de 1 jour qui tourne sur 2 ou 3 années. Pourquoi? Parce qu'en gros, ces modèles, on représente des flux saisonniers, on les fait courir sur leur élan, si on peut dire. Si on les fait tourner 80 ans, on sort complètement des limites de l'épure. Donc il y a tous ces problèmes de changement d'échelle dans ces modèles. Je me rappelle la vieille histoire qui disait qu'à un moment, le meilleur modèle pour prédire le temps de demain, c'était de dire il fera le même temps qu'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un modèle de prédiction qui n'incorpore aucun mécanisme. Bon, l'écologie, à un moment, était basée sur des modèles de prédiction très simplistes. On est dans cette phase où il faut complexifier les modèles de mécanismes, les robustiser, les comparer, les enrichir, pour que, progressivement, les modèles de mécanismes gagnent en capacité prédictive et nous fassent comprendre aussi quels sont les mécanismes clés. Donc ça, oui, on est en plein là-dedans. Quand je dis l'écologie doit devenir prédictive, c'est ça. Après, c'est plus compliqué que... Je vous rappelle que pour les modèles climatiques, autant que je me rappelle, c'est Richardson, dans les années 20, qui a dit qu'en gros, c'était une équation dérivée partielle qui pouvait gouverner... Enfin, c'était un problème de dynamique des fluides. Il a fallu l'avènement des calculateurs et pas mal de dizaines d'années pour qu'on passe au réel de la prévision météorologique. Bon, les règles de fonctionnement des systèmes naturels sont plus compliquées et moins fortes que les règles de la physique, que les règles de la dynamique des fluides. La seule loi en écologie qui ne souffre pas d'exception, c'est la loi suivante. Toutes les lois écologiques ont une exception. Donc l'écologie doit trier dans tous les cas particuliers pour remonter aux parties fortes et construire des modèles concurrents les deux. Moi, je suis très impressionné dans le GIEC par la présence de modèles concurrents. Et en écologie, on est en train d'y venir progressivement. Oui, Édouard Brézin. Oui, mais alors, la question que vous venez d'aborder pose la question du long terme. En météorologie, on sait bien que
le caractère chaotique des équations et du nombre de degrés de liberté couplés fait que la prédiction est limitée à un temps très bref. Volterra était le premier à avoir posé la question de la stabilité des espèces marines, par exemple. Est-ce qu'on est réellement capable aujourd'hui de répondre à une question pareille sur un terme qui dépasserait quelques années? Alors, c'est clair que les non-linéarités, la sensibilité aux valeurs initiales... Parlez dans le micro, Dominique. Il y a eu toute une activité sur les modèles non linéaires, fortement non linéaires, les sensibilités aux valeurs initiales. Donc ça, en écologie, c'est bien inventorié. Par contre, c'est clair que c'est pas forcément en poussant dans le temps des modèles à faible échelle de temps ou en temps continu qu'on comprendra le long terme. C'est-à-dire que le changement d'échelle n'est pas forcément c'est pas forcément pousser plus loin un modèle qui fonctionne bien à courte portée dans le temps, parce qu'il y a des régulations à long terme. Donc là, il reste que la question de la nature de la prévisibilité en écologie, et par essence, à partir du moment où ça concerne le monde vivant, est moins forte qu'en physique. Ça, je crois que ça restera. Hein. Donc quand je dis que ça doit devenir prédictif, les limites seront certainement plus tôt que dans les modèles purement physiques. Mais je pense qu'il y a, de la même façon qu'actuellement les modèles climatiques s'efforcent de représenter les nuages, de rentrer dans des phénomènes au second ordre, d'essayer d'inventorier qu'est-ce qui est important dans ces phénomènes, je dirais au second ordre. En écologie, il y aura, je pense, la même chose. Vont surgir des phénomènes qui, au-delà de la compétition, des non-linéarités liées à la compétition que j'ai mentionnées, quelles sont les choses essentielles? On sait qu'actuellement la dispersion et la diffusion spatiale sont un des phénomènes essentiels. Bon, je pense qu'on entrera progressivement dans ce genre de choses. Je peux ajouter juste un mot pour dire que dans mon domaine, évidemment, la paléoécologie, dont on n'a pas parlé maintenant, mais apporte quelques informations sur la réorganisation ou le retour des écosystèmes après les événements catastrophiques. On a la dimension temporelle pour essayer de regarder ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus compliqué que sur l'actuel, bien sûr.